La finance décentralisée. La finance décentralisée, c'est un secteur de la crypto-monnaie qui brasse beaucoup d'argent et qui, pour moi, est en réalité une façon réelle de voir l'état et la situation du marché parce que ça met bien évidemment en évidence le fait que les gens mobilisent leur crypto-monnaie pour pouvoir générer des revenus passifs avec, pour pouvoir contribuer à un écosystème. Donc, les valeurs qu'il y a dans la finance décentralisée, ce sont des valeurs qui sont bien plus parlantes que les valeurs qu'on va voir sur CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, quand on arrive, on voit certains chiffres, bien évidemment, ce n'est pas les valeurs réelles, donc vous ne devez pas forcément vous fier à ce que vous voyez sur CoinMarketCap. Il y a deux éléments qui peuvent être intéressants sur CoinMarketCap. La première chose, c'est les volumes de transactions quotidiens. Donc, quel est le montant de transactions qu'il y a, les quantités de transactions qu'il y a dans une crypto-monnaie au quotidien. Là, ça va vous permettre de comprendre quelle est la mobilité de cette crypto-monnaie, l'agilité de cette crypto-monnaie, quelle est la demande, en fait, comment est-ce que les utilisateurs mobilisent cette crypto-monnaie dans les transactions. Vous savez qu'une des choses qui drive une crypto-monnaie, les volumes de transactions, c'est le trading. Et le trading, si ce n'est pas intéressant sur une crypto-monnaie, ça veut dire qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas des gens qui échangent, il n'y a pas des gens qui en veulent. Donc, le fait qu'il y ait une mobilité sur une crypto-monnaie, ça fait en sorte que la crypto-monnaie est vivante et ce sont des valeurs réelles. Mais par contre, si on dit simplement que market cap, la capitalisation d'une crypto-monnaie, ça ne veut totalement rien dire. Or, quand on arrive dans la finance décentralisée ici, on voit qu'au pic de 2021-2022, il y a eu beaucoup de flux d'argent, de capitaux dans la finance décentralisée. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que les quantités de crypto-monnaies qui étaient mobilisées à ce moment donné-là étaient plus importantes que les quantités qu'il y a maintenant. Non, parce que si on avait mobilisé 10 000 bitcoins à ce moment donné-là, avec un bitcoin à 65 millions de dollars, vous imaginez bien que si on a la même quantité immobilisée maintenant, le prix doit être divisé par 3. Donc, vous voyez que ça ne veut en aucun cas dire qu'on a mobilisé plus de quantités de crypto-monnaies entre 2021 et 2022 pendant le sommet là par rapport à maintenant. Peut-être maintenant, on a même mobilisé plus de quantités de crypto-monnaies parce que si on regarde et qu'on fait 180 000 divisé par 3, on fait 18 divisé par 3, on est autour de 60 et quelque chose de 1000. Donc, si on avait les mêmes quantités, les prix des crypto-monnaies ont bien plus divisé par 3. Il y a certaines crypto-monnaies qui étaient à combien? Qui étaient à 20 000, à 40 dollars, à ce moment donné. Je prends par exemple PancakeSwap, qui est aujourd'hui à 1 point quelque chose de dollars. Ça veut dire que si on avait la même quantité de cake de l'instant là à maintenant, on va diviser cette valeur par 40. Pas presque 40, ou bien pas presque, disons, 30 par exemple. Vous voyez que les quantités de crypto-monnaies, c'est bien plus important que les prix des crypto-monnaies. Et c'est pour ça que j'ai dit la quantité est importante. Le prix, c'est quelque chose qui peut varier très rapidement, mais ce qui est important d'accumuler sur le long terme, c'est la quantité. La quantité de quoi maintenant, c'est une autre question, et là, on ne va pas rentrer là-dedans. Dans cette vidéo, je voudrais me focaliser sur la finance décentralisée. Quels sont les éléments factuels de la finance décentralisée? Plusieurs personnes sont entrées dans la finance décentralisée ces derniers temps-ci, ou bien ils voient des éléments dans la finance décentralisée, mais ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. Quand on regarde ici, comment est-ce que les gens ont bloqué cette crypto-monnaie, par exemple, où est-ce qu'on le fait? Quels sont les intérêts que les gens récupèrent quand ils font cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais un peu aller dans ce tutoriel des débutants pour vous montrer comment la finance décentralisée fonctionne, quels sont les avantages, les inconvénients, où est-ce que vous pouvez justement participer à la finance décentralisée et vous générer des revenus passifs, quels sont les différents leviers qui existent dans la finance décentralisée pour vous permettre de capitaliser si vous êtes des personnes beaucoup plus aguerries. Les personnes qui sont moins aguerries, qui sont des débutants, vont faire beaucoup d'erreurs et ils vont perdre beaucoup d'argent dans la finance décentralisée. Et justement, cette vidéo doit leur permettre de minimiser justement les erreurs, leurs pertes, pour qu'ils puissent investir peut-être dans la finance décentralisée de façon plus consciente, pas simplement de façon en pensant, en voyant simplement les chiffres et en se disant, bon, en fait, on sera millionnaire. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, partage et permet à d'autres personnes de comprendre justement la finance décentralisée. Donc, DeFi Llama,
C'est une plateforme qui est un agrégateur d'informations. Donc, c'est un agrégateur d'informations. Ça va donc collecter les informations de différents blockchains on-chain, beaucoup plus on-chain. Quand on dit on-chain, ça veut dire les informations qui sont sur la blockchain, dans la blockchain et donc tout le monde peut vérifier. Donc, ils vont agréger ces informations on-chain et ils vont donc vous donner un visuel beaucoup plus simple comme ce que vous êtes en train de voir. Quand on voit ici, par exemple, sur toutes les blockchains, on voit qu'on a 37 milliards de dollars bloqués. Et là où on a bloqué le plus d'argent, c'est Lido Finance. Lido Finance, qui a environ 14 milliards de dollars à elle seule, qui brasse beaucoup plus le liquid staking. Donc, c'est un type de staking où tu bloques ta crypto-monnaie et à défaut simplement de rester attendre les revenus générés par le protocole, on va te générer un autre token qui peut alimenter d'autres industries comme par exemple d'autres protocoles de finances décentralisées comme le lending par exemple. Donc, on va donc te générer ce qu'on appelle donc un synthétique token, donc le S-Ethereum par exemple, qui est un synthétique token de Ethereum qui va représenter en fait l'Ethereum. Et ce S-Ethereum là est un token qui, en fait, c'est une tokenisation de l'Ethereum. Et quand tu l'as, c'est en réalité comme si tu as de l'Ethereum et tu peux donc faire des autres actions avec dans d'autres protocoles où tu peux coupler le S-Ethereum comme on va voir par la suite, ou tu peux tout simplement bloquer ce S-Ethereum ailleurs. Et donc, Lido Finance est aujourd'hui sur 5 blockchains, parmi lesquels le Terra Luna classique qui a bien évidemment explosé, dont on connaît le token et donc il n'y a plus très grand chose de ce côté-là. Mais bon, bref, c'est pas le but de la vidéo. Donc, deuxième, c'est AV. AV aussi, les protocoles sont en train de devenir multi-chain. Vous voyez que de 2021 ou bien de 2020, la finance décentralisée décolle autour des années 2019. Après le bull run de 2018, on commence à voir les smart contracts arriver avec les scams qu'on a avec les ICO en 2017. Les gens n'explorent pas encore la finance décentralisée et quand Uniswap voit le jour, ça ouvre donc les potentiels de la finance décentralisée. Donc, les valeurs commencent à croître progressivement et les blockchains à ce moment, les projets à ce moment donné là sont beaucoup plus sur une seule blockchain. Et avec les protocoles qui permettent de mettre sur pied les wrap tokens, avec les ponts, les bridges qui viennent, avec d'autres crypto-monnaies qui permettent de faire les atomic swap, quitter d'une blockchain à une autre. Donc ça permet justement au protocole de pouvoir aller beaucoup plus facilement d'autres protocoles, explorer d'autres choses, chercher la liquidité ailleurs et permettre de débloquer ce potentiel de la finance décentralisée sur plusieurs blockchains, parce que les blockchains qui avaient ça de façon native, c'était Ethereum, Binance Smart Chain par la suite, Tron, ainsi de suite. Et donc, certaines crypto-monnaies, pour capitaliser, justement, donner plus de possibilités à leurs utilisateurs, à leurs tokens aussi, sont donc allés sur d'autres blockchains. C'est pour ça qu'on va voir PancakeSwap aller ailleurs, on va voir Uniswap aller ailleurs, il y a déjà sur 10 blockchains, Curve Finance déjà sur 13 blockchains, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça la tendance maintenant, c'est d'avoir quelque chose qui est multi-chain, qui permet justement de bloquer, de casser les barrières, mais ce n'est pas encore ça, parce qu'on est sur une blockchain, on n'a pas la sensation qu'on interagit avec d'autres blockchains, qui est justement là où on est en train de vouloir partir avec la blockchain, cette notion d'interopérabilité. Je vais revenir bien évidemment là-dessus sur d'autres vidéos pour couvrir le sujet de l'interopérabilité, comment c'est fait présentement avec les ICP et ainsi de suite. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, quand on regarde ça, on peut bien se poser la question comment tout ça fonctionne, comment on bloque la crypto-monnaie, comment on fait les swaps dans la finance décentralisée et ainsi de suite. Je vais aller très rapidement parce qu'on a déjà couvert le sujet sur la chaîne. Il y a des vidéos sur la chaîne qui vous montrent de façon détaillée comment vous pouvez participer à la finance décentralisée. Le but dans cette vidéo, c'est de mettre à jour, de rappeler certains éléments. Et si vous voulez aller plus en détail dans ces éléments-là, il y a déjà des vidéos assez complètes sur la chaîne qui vous permettent justement d'aller plus en détail dans les sujets dont je vais évoquer dans cette vidéo. Donc, PancakeSwap, c'est un DEX, comme d'autres DEX fonctionnent de la même façon. Ça permet aux gens de venir fournir de la liquidité, ce qu'on appelle donc des liquidity providers.
Parce qu'il y a plusieurs types en fait, de protocoles de finances décentralisées. Mais bon, les finances décentralisées qui sont les plus génériques, les plus générales, ce sont des finances décentralisées où il y a des liquidity providers. C'est ceux qui vont alimenter la finance décentralisée. Ils vont venir déposer les crypto-monnaies dans un smart contract, ce qu'on va donc appeler une pool de liquidité. Et les personnes vont maintenant venir utiliser cette pool de liquidité pour pouvoir effectuer les transactions. Donc, de façon très très simple, détaillée, on va dire quoi? Ça fonctionne comme ça, un peu comme ça. On va constituer une pool de 2 tokens. Donc, je vais mettre ça comme ça, de façon un saut. OK? Quand un liquidity provider dans PancakeSwap, par exemple, quand il va venir fournir de la liquidité, il va dire, je mets un token A et un token B. OK? Donc, il va déposer un token A et un token B. On va donc lui donner un token LP. Quand il va fournir le token A et un token B, on va lui donner un token LP. Au moment où il dépose les crypto-monnaies dans la pool de liquidité, il va donc déposer les valeurs égales, équivalentes des 2 crypto-monnaies A et B. Donc, si dans un smart contract, on retrouve un BTC, OK? Si on retrouve un BTC avec 10 000, par exemple, 10K USDT, OK? USDT, ça veut dire que le Bitcoin vaut 10 000 USDT. Aussi simple que ça. La valeur qu'il y a dans des 2 crypto-monnaies, c'est équivalent à la valeur réelle de la crypto-monnaie. Il y a donc un algorithme derrière qu'on va appeler AMM, qui est un Automated Market Maker, qui est un algorithme qui va donc réguler les quantités des crypto-monnaies dans les pools de liquidité en fonction maintenant de ce qu'on va appeler les oracles. Les oracles vont prendre les informations du prix hors blockchain. Ils vont envoyer donc sur la blockchain. Les oracles vont donc envoyer sur la blockchain. Le ARM va donc prendre les informations des oracles, donc ces prix-là, et voir à cet instant donné si le prix du Bitcoin est peut-être à 1011 ou bien à 1100 dollars ou bien à 10 100 dollars par exemple. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour pouvoir garantir que les quantités de crypto-monnaies reflètent la valeur du prix de la crypto-monnaie, on va donc diminuer une petite quantité de Bitcoin et on va ajuster une petite quantité de USDT par exemple. Et ça va faire en sorte que ce de réajustement que le AMM va faire dans la pool peut faire au liquidity provider subir ce qu'on va appeler le impermanent loss, IL. Le impermanent loss, justement, c'est ce qui va arriver quand le ARM va ajuster les prix dans la pool de liquidité. Il y aura donc cette différence des crypto-monnaies qui va se créer entre celui qui a déposé un Bitcoin et 10 000 USDT. Quand il y aura ajustement, il ne va plus récupérer un Bitcoin et 10 000 USDT. Il peut récupérer 0, quelque chose de Bitcoin et peut-être un peu plus de USDT par exemple. Vous voyez? Donc cet ajustement-là peut à un moment donné ne pas refléter le bénéfice réel que cette personne aurait pu avoir s'il n'avait pas couplé les 2 crypto-monnaies. S'il avait laissé ces 2 crypto-monnaies séparément, il aurait eu peut-être beaucoup plus de profit que par rapport à s'il a couplé la crypto-monnaie. C'est donc ce qu'on va appeler l'impermanent loss. Et vous devez comprendre ces éléments-là, le LP, le impermanent loss, parce que le token LP peut servir à autre chose par la suite. Ça peut servir justement au farming, dont on va voir par la suite. Okay? Donc ça, c'est de façon grosso modo, de façon détaillée, de façon résumée, comment la crypto-monnaie fonctionne dans la finance décentralisée. Et si vous comprenez ça, vous avez compris l'essentiel de la finance décentralisée, surtout avec au niveau des DEX, beaucoup plus, parce que quand on parle de finance décentralisée, c'est pas uniquement les DEX, c'est pas uniquement fournir la liquidité. Il y a d'autres choses dont on va voir également par la suite. Ok? Donc, je reviens donc sur PancakeSwap. Sur PancakeSwap, il y a donc cet endroit au niveau de trade. Au niveau des trades, il y a swap. Quand on veut swapper, en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quelqu'un a déposé le token A et B. Ok? Une autre personne va maintenant dire, je veux le token B. Et pour avoir le token B, je vais donner le token A. Ok? Donc, il va venir donner le token A
pour récupérer le token B. Et donc, les montants à l'instant où on va calculer la valeur de B qu'on va lui donner seront basés sur la quantité qu'il y a dans la pool de liquidité. Et après avoir effectué cette transaction-là, il y aura ce qu'on va appeler le Price Impact. PI, le Price Impact. Le Price Impact, en fait, c'est l'impact que la transaction qu'on est en train de faire va avoir sur le prix. Et vous vous souvenez très bien de ce que j'ai dit tantôt. Le prix est reflété uniquement par la quantité des deux crypto-monnaies dans la pool de liquidité. Donc, si on retire la quantité, la crypto-monnaie B et on met la crypto-monnaie A, vous imaginez très bien qu'on aura donc beaucoup plus de B que de A. Et du coup, ça aura donc un impact sur le prix de A immédiatement après la transaction. C'est donc ça le price impact. Et donc, vous ne voulez pas, par exemple, être dans une crypto-monnaie qui a un price impact très élevé, où vous effectuez une petite transaction dans l'écosystème crypto-monnaie, vous effectuez une petite transaction, il y a un price impact très élevé, ça veut dire que le trade qu'il y a directement après vous aura un impact beaucoup plus élevé. Donc, si vous vendez maintenant et que la crypto-monnaie a un impact de 1%, celui qui va vendre après vous doit perdre 1%. Celui qui va vendre après perd aussi 1%. Le prix chute immédiatement. Si vous achetez et que ça prend 1%, celui qui vient après vous, le price impact augmente. Celui qui vient après vous acheter la même chose, le price impact augmente aussi. Et voilà comment on manipule justement les prix dans la finance décentralisée. Ok, donc le price impact va donc dépendre de la liquidité qu'il y a dans la pool. Plus une crypto-monnaie a de liquidité, plus le price impact sera donc faible. Donc plus on a un pool dont le LP, dont la quantité de LP est élevée, moins on a un price impact qui est faible. Donc plus on a un price impact qui est faible. Donc voilà pourquoi on dit une crypto-monnaie qui n'a pas assez de liquidité, c'est pas bien pour un trader, surtout dans la finance décentralisée. Et ça peut un peu se corréler avec les notions de par exemple, qu'on est dans une plateforme centralisée, ce qu'on appelle le price impact dans l'écosystème centralisé, c'est ce qu'on va donc appeler un spread. Le spread, c'est justement la différence qu'il y a entre deux ordres consécutifs d'achat et de vente. Quand on est dans une plateforme centralisée, on regarde ce spread-là. On regarde quel est le prix de vente le plus élevé et le prix d'achat le plus bas. Le prix de vente le plus faible et le prix d'achat le plus élevé. Cette différence de prix-là va justement vous donner une idée de la quantité de liquidité qu'il y a de cette crypto-monnaie dans cette plateforme-là, bien évidemment. Et c'est pour ça que certaines personnes ne vont pas trader sur certaines plateformes ou bien ne vont pas trader certaines crypto-monnaies. Ils vont trader plutôt d'autres crypto-monnaies parce que plus il y a de la liquidité, mieux c'est. Ok? Mais bon, ça dépend justement de l'idée que vous avez derrière. Si vous êtes une personne qui crée un token pour manipuler le marché, pour manipuler les opinions des gens, vous n'avez pas intérêt à avoir un spread très faible. Vous avez intérêt à avoir un spread qui est très grand parce qu'en faisant des transactions, le prix monte artificiellement très rapidement. Donc quand on arrive sur une plateforme comme PancakeSwap, et qu'on veut swapper, c'est réellement donner une crypto-monnaie A pour donner une crypto-monnaie B. Et vous imaginez très bien que s'il n'y a pas forcément la crypto-monnaie B et qu'on n'a pas couplé les deux crypto-monnaies ensemble, par exemple, alors il y a ce qu'on va donc appeler les routes. Les routes peuvent se créer comment? Quelqu'un a déposé la crypto-monnaie A et B. Une autre personne est venue déposer la crypto-monnaie C et B. C et B, par exemple. Donc, il a déposé C et B, l'autre a déposé A et B. Ces deux tokens LP-ci ne sont pas les mêmes. Le token LP de A et B n'est pas le même que le token LP de B et C. Ces deux LP sont différents. Différents parce que c'est la Liquidity Provider token de deux paires différentes. Et donc, voilà comment la route se crée. Je veux swapper, je veux B, par exemple, et je veux C et j'ai A, par exemple. Je veux C et j'ai A. Qu'est-ce qui va se passer? La route va se créer comme ceci. Il y a une pool entre A et B. Donc, on va prendre A en vend contre B. Et on utilise maintenant ce B pour arriver à C.
C'est ce qu'on appelle donc une route. Et donc, il y a d'autres plateformes de finances décentralisées qui vont se mettre ensemble pour optimiser cette route-là et avoir le chemin le plus rentable possible en faisant donc une certaine forme d'arbitrage. C'est pour ça que OneInch s'est créé. Et donc, même les Liquidity Pro, même les plateformes de DEX aujourd'hui sont en train d'optimiser cette route-là pour te proposer la route la plus optimale possible. Et parfois, la route la plus optimale possible, ce n'est même pas en passant, en restant sur la même plateforme. La route optimale, ça peut être en quittant de PancakeSwap, aller vendre ailleurs et quitter de ce ailleurs-là pour revenir sur PancakeSwap avec le token C, par exemple. Et c'est ce que d'autres plateformes font et proposent donc d'autres types de services, un peu comme OpenOcean. Okay, donc, et quand vous comprenez justement ce niveau de détail-là, vous comprenez pourquoi certaines plateformes se créent. Vous comprenez pourquoi certaines crypto-monnaies se créent. Elles se créent parfois pour résoudre un problème, pour résoudre un besoin, pour optimiser quelque chose déjà existant, un problème existant. La finance décentralisée vient avec ses problèmes. Et les problèmes de la finance décentralisée sont résolus parfois par certaines crypto-monnaies, par certains projets, par certaines autres plateformes qui vont se créer pour proposer d'autres choses, par exemple. Donc, ça c'est pour swapper. Maintenant, pour fournir la liquidité, vous allez venir sur Liquidity Provider et vous allez justement d'abord, bien évidemment, avant toute chose, il faut se connecter. Et quand vous allez arriver ici et que vous êtes connecté, vous allez cliquer sur Add Liquidity. Je ne vais pas entrer dans ces détails. Parce que, bien évidemment, il y a déjà des tutoriels sur la page pour ça. Je vais peut-être remettre ces tutoriels à jour parce qu'il y a des choses qui ont changé et je vais donc remettre le tutoriel à jour. Mais si vous savez déjà, si vous regardez cette vidéo-là, ça reste quasiment la même chose. Vous allez fournir un token A, fournir un token B et on va vous donner un token LP. Et ce token LP-là, vous pouvez aller faire ce qu'on va voir par la suite, le farming. Dans la finance décentralisée, on peut aussi effectuer des futurs. Des futurs, c'est le trading avec les effets de levier. Tu vas donc acheter une crypto-monnaie dans un futur et tu vas donc essayer d'utiliser un effet de levier pour accélérer la direction que tu penses que la crypto-monnaie prendra. Et donc, les effets de levier, on a déjà en parlé sur la chaîne, c'est très risqué pour les personnes qui sont débutantes. Et dans la finance décentralisée, c'est même encore pire. Pourquoi? Parce que tu ne recevras pas des alertes email. Dans la finance centralisée, quand on fait des leviers, quand on arrive déjà presque à un certain nombre de pourcentages de manque de liquidité, tu reçois des alertes email. Et ces alertes email-là, si tu checkes ta boîte mail, tu peux donc revenir et prendre des actions directement. Mais dans la finance décentralisée, il n'y a pas d'adresse email. Donc, quand tu prends une position, il faut être assez certain de ta position et checker le marché constamment. Tu dois avoir ton navigateur qui est toujours près de toi et c'est beaucoup contraignant de faire du futur de façon décentralisée parce qu'il n'y a pas tous les éléments de confort qu'on a quand on est dans la finance centralisée. Mais bon, moi, justement, je ne fais pas de futur sur les plateformes décentralisées pour cette raison-là. Je ne suis pas toujours là pour suivre le marché. Et donc, si je reçois des alertes email, je peux réajuster rapidement mon portefeuille avant que ça ne se liquide par rapport à si c'est dans la finance décentralisée parce que le marché peut aller rapidement dans un contresens. Et si tu n'es pas là pour réajuster tes positions, bah justement, crois-moi, tu vas perdre ton argent aussi rapidement. Mais bon, les effets de levier, c'est uniquement conseillé pour les personnes qui ont déjà de la maîtrise. On ne joue pas avec les effets de levier. Quand tu ne connais pas conduire, tu n'accélères pas. Tu roules en première. Et rouler en première, c'est justement aller dans le spot. Le spot, c'est rouler en première. Si tu veux déjà passer les leviers de vitesse, accélérer et tout ça, c'est là où tu vas aller dans le futur. Et si tu n'es justement pas une personne qui a la maîtrise, un permis de conduire, ainsi de suite, tu peux justement commettre des dégâts qui sont irréparables pour ton portefeuille. Mais bon, bref, c'était juste une vue. Donc, les bridges, ce sont des éléments qui vont me permettre d'envoyer la crypto-monnaie d'une plateforme, d'une blockchain à une autre. Et là encore, c'est un peu compliqué pour le moment, bien que ça devienne un peu simple, mais les frais de transaction parfois ici, pour quitter d'une blockchain à une autre, c'est parfois bien trop élevé.
Et pour les personnes qui n'ont pas assez de capitaux, ça ne sert à rien parfois d'aller d'une blockchain à une autre. Restez sur une blockchain, cherchez les opportunités sur une blockchain que de dépenser cet argent que vous n'avez pas dans les frais de transaction pour aller d'une blockchain à une autre. C'est pour ça que la Binance Smart Chain a connu un succès fulgurant au début parce que Ethereum était très cher en gaz, très cher en frais de transaction et donc les personnes étaient confortables, qui n'avaient pas assez d'argent, étaient confortables sur la Binance Smart Chain avec ses frais qui étaient bien évidemment minables par rapport à la blockchain Ethereum. Donc, une fois qu'on a bloqué son token, on va donc aller dans les farms. Les farms, ça permet de bloquer, de prendre ce token LP à défaut de rester simplement avec ce token LP et dire ok, je vais revenir à tout moment, donner mon token LP et récupérer mon token. Pour minimiser parfois l'effet de ces impermanent loss, tu vas donc bloquer ce token LP dans une pool de farming. Quand on dit farming, il faut comprendre la différence qu'il y a entre farming et staking. Le staking, généralement, c'est bloquer ta crypto-monnaie et on te remet la même crypto-monnaie avec tes intérêts. Là, tu as fait un staking. Et le staking, normalement, ça se faisait de façon native, avec le mot de façon originale. Ça se passait sur la plateforme, sur les protocoles, en fait, sur les blockchains directement. Parce que sur la blockchain directement, il y a cette notion de consensus-là. Un instant. Il y a ces notions de consensus et le consensus permet justement de récompenser les personnes de façon native parce que c'est implémenté dans le consensus. Ok? Maintenant, le staking, si je crée une plateforme de finances décentralisée et que je dis aux gens de venir bloquer leur token et que je leur donne le même token avec des intérêts, bien évidemment, c'est une autre forme de staking. Mais bon, qui est donc dirigé par le consensus défini par le smart contract, bien évidemment. Mais bon, bref, quand on parle de farming, on va parler justement de bloquer quelque chose et récupérer autre chose. Quand on parle de staking, on va parler de bloquer quelque chose et récupérer la même chose. Ok? Voilà donc la grosse différence. Et donc, dans les pools de farming, dans le farming, on va donc bloquer le token LP. Et le token LP que tu bloques, tu vas récupérer maintenant la crypto-monnaie de la plateforme. Ici, quand tu bloques le token LP, tu vas récupérer les kicks. Pourquoi les gens vont bloquer donc ce token LP pour récupérer les kicks, par exemple? Ils vont bloquer le token LP PancakeSwap. Bien évidemment, ils ne sont pas faux. Ils se disent, vu qu'il y a l'impermanent loss et que les fournisseurs de liquidités peuvent donc perdre bien évidemment une quantité de leur crypto-monnaie, il est donc important de leur donner quelque chose en retour pour qu'ils ne viennent pas à tout moment donné retirer leur token, même si le marché se porte mal. Pourquoi? Ils vont donc donner les kicks. Les kicks qu'ils vont donc donner aux fournisseurs de liquidités va donc leur permettre déjà d'avoir d'autres revenus qui peuvent compenser comme ça leur impermanent loss et pousser donc les liquidity providers à conserver leur liquidité, bien évidemment, en récupérant aussi quelques petits frais du liquidity pool. Parce que vous imaginez bien quand on fait un swap et qu'on fait intervenir des pools de liquidité, les pools de liquidité qui interviennent dans le swap ont donc récupéré les frais de transaction, les frais de ce swap. Parce que quand vous swappez sur PancakeSwap, vous payez 0,25% de frais de transaction. De frais. Et ces frais-là, c'est payé en partie au liquidity provider et une autre partie est utilisée pour PancakeSwap pour récupérer les cakes et les brûler par la suite, donc le buyback. Ok? Donc ça c'est pour le token LP. Donc une fois que vous avez le token LP, quand on dit ici par exemple Tron et USDT, c'est-à-dire que vous avez fourni la liquidité des Tron et des USDT. Vous avez bloqué, couplé ensemble le Tron et le USDT dans la pool de liquidité et vous avez donc ce token LP là. Ce token LP, vous pouvez venir le farmer ici et récupérer 46%. Le liquidity providing est intéressant pour des personnes qui veulent conserver deux crypto-monnaies et qui ne se soucient pas des quantités des deux crypto-monnaies sur le long terme. Ils se disent, ok,
peu importe la crypto-monnaie que j'ai sur le long terme, ça m'arrange. Donc, si je veux conserver, par exemple, le BNB et le cake dans mon portefeuille sur le long terme, alors les quantités des deux crypto-monnaies, c'est pas trop important. Pourquoi? Parce que si je perds les cakes et que je récupère beaucoup plus de BNB, ça m'arrange. Si je perds des BNB et que je récupère beaucoup plus de cakes, ça m'arrange également parce que je veux conserver les deux sur le long terme. Et donc, à défaut de garder simplement les deux dans mon portefeuille, je peux donc venir les coupler. Je couple ces deux-là et je récupère 46% en cake. Donc, au lieu de conserver ces deux crypto-monnaies, je vais donc les coupler et en plus, je vais donc avoir les cakes. Donc, si à la fin, j'ai moins de BNB, plus de cakes, en plus des cakes qu'on m'a donné en plus, ça va permettre de compenser un peu les pertes, bien que ça peut ne pas toujours compenser les pertes, parce qu'il peut y avoir un impermanent loss qui est bien plus supérieur que les 46% qu'on va vous donner par la suite. Donc, il faudrait comprendre cela et intégrer cela. Ce n'est pas parce que vous avez couplé deux crypto-monnaies ici que vous allez récupérer ces 153% et que vous serez forcément gagnant. Non, vous pouvez être perdant, même si vous avez les 156% après un an. Vous pouvez coupler les play et les USDT et vous récupérez ça. Et vous savez très bien que quand on couple une crypto-monnaie qui est stable avec une crypto-monnaie qui est très volatile, l'impermanent loss est fulgurant. Donc, si je couple un stablecoin et une crypto-monnaie qui perd x10, ça va absorber mes USDT et mes USDT vont également perdre une grande quantité. Si je couple le USDT avec une crypto-monnaie qui fait x10, le x10 de la crypto-monnaie va être ralenti par le stablecoin. Parce que le stablecoin va donc empêcher cette croissance-là, vu qu'il y aura un rééquilibrage à tout moment. À chaque fois que la crypto-monnaie va prendre valeur, il y aura rééquilibrage. Et je serai en train de perdre par rapport à si je n'avais pas couplé une autre crypto-monnaie, elle aurait fait x10 et j'aurais encore peut-être les USDT. En fait, j'aurais les USDT et à la fin, je vais sortir beaucoup plus gagnant si je n'avais pas couplé. Donc, il faut comprendre ça. Et si vous comprenez ça, vous comprenez qu'il faut suivre la volatilité des crypto-monnaies. Si vous avez coupé deux crypto-monnaies et qu'une devient beaucoup trop volatile, il est conseillé de découpler avant que l'autre crypto-monnaie n'explose. Si vous pensez qu'il y a une news qui va sortir les prochains jours, les prochaines heures, qui feront qu'une crypto-monnaie explose, ben c'est mieux de découpler. Vous découplez d'abord, vous attendez que ça prenne de valeur et après vous recouplez si vous voulez continuer de conserver. Et ce sont ces petites stratégies-là que les gens manquent bien évidemment. Et donc, il y a ce qu'on appelle maintenant le pool. Le pool, ça vous permet de bloquer une crypto-monnaie et de récupérer une autre crypto-monnaie. J'ai par exemple les ISCAR dans mon portefeuille. Je veux conserver les ISCAR dans mon portefeuille. À défaut de conserver simplement les ISCAR dans mon portefeuille, je viens bloquer ça sur PancakeSwap et je récupère les cakes en 5%. Alors que si j'avais simplement gardé les ISCAR dans mon portefeuille, là, il n'y a pas d'impermanent loss parce qu'on n'a pas couplé les crypto-monnaies. Et comme vous n'avez pas couplé les crypto-monnaies, vous n'avez donc pas à subir ces impermanent loss là parce qu'il n'y en aura pas. Donc vous aurez la même quantité de crypto-monnaies que vous avez bloquées et en plus vous aurez justement ce revenu payé en cake que vous aurez en plus. Donc il y a bien évidemment les intérêts ont drastiquement chuté et vous voyez que dans le farm, il y a plus d'intérêts que ici. Mais il y a plus de risques dans le farm par rapport à ici. Parce que dans le farm, c'est couper les crypto-monnaies, vous avez subi l'impermanent loss. Donc, quand on prend plus de risques, il y a également beaucoup plus de bénéfices. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup plus de bénéfices dans le farm. Parce qu'il y a beaucoup plus de risques ici. Et donc, il y a beaucoup plus de revenus. Mais parfois, faire ça, c'est parfois fastidieux. Vous devez bloquer. Vous devez aller fournir de la liquidité, vous devez venir ici récupérer la liquidité et le token LP qu'on va vous donner. Parfois, il faudra récupérer vos cakes manuellement et il n'y a pas donc ce qu'on va appeler la notion de auto-compounding. Le compounding. Le compounding, c'est un effet qui est très important dans l'écosystème crypto-monnaie de façon générale, dans les investissements de façon générale, parce que ça va permettre de prendre un revenu, un bénéfice, et de refaire encore de ça un capital pour générer d'autres bénéfices avec. Je prends un exemple tout simple. Je mets 1 million en banque, et ces 1 million me produisent peut-être 100 francs chaque jour. Si ça me produit 100 francs chaque jour, ça veut dire qu'en fin d'année,
ça va me produire combien sur 36 jours, sur 365 jours, fois 100, ça va me produire 36 000. Donc, on est à presque 3 quelque chose de pourcents. OK? Donc, si ça me produit donc 100 francs chaque jour, et que je garde simplement ces 100 francs chaque jour jusqu'en fin d'année, j'aurai 36 500 en fin d'année. Mais si par contre, je prends ces 100 francs chaque jour et que je remets à l'intérieur et que ça me produit ces mêmes 3,6%, ça veut dire que le premier jour, j'ai 1 million. Le deuxième jour, j'ai 1,100 000. J'ai 1 million 100 francs. Deuxième jour, j'ai 1 million 201 francs par exemple. Le troisième jour, j'ai 1 million 302 francs par exemple. Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que les 100 francs, ça aura peut-être produit quelque chose comme 0,1 franc le premier jour, 0,2 francs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc à la fin, j'aurai pas 1 million de capital qui vont me donner les 36 500. J'aurai plutôt 1 million 36 000 et plus qui vont me produire des intérêts. Donc, je n'aurai pas 36 000, je peux être, par exemple, à 38 000, par exemple. Je peux être à 38 000. Donc, j'ai 2 000 francs en plus parce que j'ai bloqué les 100 francs chaque jour qui ont contribué à me générer des intérêts. Et c'est dans ça qu'on appelle les effets de compounding. Les effets de compounding, ce sont des effets qui sont très puissants et qui permettent de rendre des personnes riches sur le long terme, simplement avec ces effets d'auto-compounding, dont les intérêts composés. OK? Donc, il y a donc des plateformes qui vont récupérer ces intérêts qu'on peut avoir ici de façon chaque jour. Ils récupèrent ces intérêts et ils refont encore le capital. Et l'une de ces plateformes, c'est justement Bifi Finance. Bifi Finance va te permettre d'agréger déjà les différentes plateformes de finances décentralisées et de refaire ces actions-là chaque jour pour augmenter ta quantité de tokens LP. Bifi Finance ne fait pas la magie. Il récupère tes intérêts chaque jour, les split pour augmenter ta quantité de tokens LP. Et plus ta quantité de tokens LP augmente, plus ton poids dans la poule augmente, plus tu peux donc ressortir avec plus de la poule. Aussi simple que ça. Vous imaginez que quand il y a un pool de liquidité comme ça, tous ceux qui ont le token LP ont le même pouvoir s'ils ont déposé la même quantité. Donc si ton token LP augmente en quantité, tu as plus de pouvoir parce que tu peux récupérer plus dans la pool de liquidité. Aussi simple que ça. D'accord? Donc Bifi Finance va donc augmenter ta quantité de token LP parce qu'il va donc reprendre tes intérêts et rediviser et remettre à l'intérieur pour augmenter justement ta quantité LP. C'est pour ça qu'on va donc voir les intérêts qui sont beaucoup plus intéressants sur Bifi Finance par rapport à sur PancakeSwap. Pourquoi? Parce que Bifi Finance fait donc de l'auto-compounding. Et donc, quand on regarde ça, on peut se dire, oui, c'est bien de venir bloquer juste directement sur Bifi Finance. La réponse est, si vous voulez participer à la finance décentralisée, vous voulez fournir votre token LP, il est mieux d'aller sur un agrégateur, le déposer, que d'aller directement dans le protocole PancakeSwap le faire. Parce que dans le protocole PancakeSwap, pour le faire, vous allez coupler les liquidités, ça fait une transaction. Revenir farmer, ça fait 2 transactions. Et chaque jour, si vous voulez récupérer vos intérêts pour réinvestir, ça fait encore beaucoup de transactions. Rien qu'en frais de transaction, vous êtes perdant. Donc, Bifi Finance va donc vous permettre de faire ce processus-là de façon automatique chaque jour. Et vous voyez qu'on est sur les paires de stablecoins ici. Ça, c'est sur la blockchain Base. Vous couplez le DAI et le USDT, le USDC. Vous couplez le DAI et le USDC, 2 stablecoins. Donc, vous n'avez pas d'impairment loss parce que ce sont 2 crypto-monnaies qui sont stables. Et sur ces 2 crypto-monnaies stables, vous pouvez récupérer jusqu'à 9%. Et ça, c'est extrêmement fou, quoi. Ça, c'est fou. Sur des stablecoins, vous avez 9%. Des stablecoins ici, vous avez 10%. C'est beaucoup. 10% en stable sur des stablecoins, c'est extrêmement beaucoup. Parce que dans les finances classiques, on est à 3% annuel, on est à 2% annuel, on est même à 0,50 quelque chose % annuel dans les banques. Donc, sur des stablecoins, avoir ce taux d'intérêt-là, c'est ouf. Donc, si je viens par exemple ici sur Bifi et je dis, OK, affiche-moi uniquement des stablecoins.
vous voyez qu'il y a certains stablecoins où j'ai 21%. Si je triple par stablecoin, il y a certains stablecoins où j'ai 60%. 58% sur 3 stablecoins. Le fois sur USDT, BUSD, 56%. Et c'est sur curve convexe. Il ne faut pas simplement se fier aux intérêts sur une plateforme. Il faut faire très attention justement là-dessus. Parce que je sais très bien que les gens vont dire donc c'est mieux d'aller sur ces différentes plateformes-là le faire. La réponse n'est pas forcément oui. Parce qu'il y a des plateformes qui sont justement des scams. Ils peuvent mettre des smart contracts avec des intérêts très très intéressants, très alléchants. Et après, ils vont vider la caisse, ils vont retirer la crypto-monnaie et ils vont partir avec. Il y a beaucoup d'arnaques. Il faudrait justement aller sur les plateformes dont vous connaissez, les plateformes qui ont une certaine notoriété, les plateformes qui sont là depuis un bon bout de temps parce que les plateformes aujourd'hui dans l'écosystème crypto-monnaie décentralisé, finance décentralisée, on évalue une plateforme beaucoup plus par rapport à son expérience. Elle a combien d'années dans la DeFi? Elle est là depuis combien de temps? Et c'est mieux d'aller sur une plateforme qui vous propose 5% et qui est là depuis 4 ans, 3 ans, 4 ans, qui est là depuis longtemps, par rapport à une plateforme qui est nouvelle, qui vient d'arriver et qui vous propose 80% parce que là, votre crypto-monnaie est beaucoup plus à risque en fait. Et si vous avez des petits montants que vous pouvez jouer sur cette plateforme avec des hauts intérêts, ça n'engage que vous, bien évidemment. Mais si vous avez des gros montants, je déconseille fermement, c'est un conseil d'investissement, bien évidemment, je déconseille d'aller sur des plateformes qui ont de très forts taux d'intérêt avec de très gros montants parce que vous pouvez rapidement perdre tout cet argent parce que ça peut être là le montant dont ils ont besoin pour sortir. Vous venez bloquer $8,000 sur une plateforme et vous dites voilà un gros poisson qui est arrivé et ils peuvent donc justement fermer les portes. Donc faites très attention. Vous allez vous rendre compte que quand on va sur une plateforme comme Autofarm aussi aujourd'hui, c'est l'un qui est là depuis un bon bout de temps. Vous allez vous voir, regardez les intérêts de 3 millions d'APY. 3 millions d'APY. Ça veut dire que par jour, vous avez 3%. Par jour, vous avez 3%. Et je vais donc voir des personnes qui vont me dire, waouh, en fait, donc les plateformes qui proposent parfois 3% par jour, 1% par jour d'intérêt, c'est possible. La réponse c'est non. Tout simplement. Pourquoi? Parce que ces crypto-monnaies-ci qu'on va vous donner, il faut regarder quelle est la performance de la crypto-monnaie qu'on vous donne. Vous couplez deux crypto-monnaies et justement c'est Spola et Nier qui vont vous coupler et justement je pense que les intérêts qu'on va vous donner c'est en Spola. Et donc vous allez récupérer un 3% par jour mais la crypto-monnaie va perdre 5% par jour. Vous récupérez 3% par jour, mais la crypto-monnaie perd 3, 4, 5% par jour. Et donc, vous êtes en train de récupérer quelque chose, mais la valeur de la crypto-monnaie est en train de diminuer de 3% chaque jour. Et donc, vous êtes en train de perdre en fait. Même si on vous donne 3% en quantité par jour, et que la crypto-monnaie ne fait que perdre en valeur chaque jour, en fait, à la fin, vous êtes perdant. Et voilà justement le piège dans lequel plusieurs personnes tombent dans la finance décentralisée. Cette vidéo, vous devez la partager au maximum et permettre à d'autres personnes de comprendre ces différents éléments-là, de comprendre ces petits éléments subtils qui font en sorte que les gens perdent de l'argent dans l'écosystème crypto-monnaie. Moi, j'ai perdu l'argent avec ces choses au début parce que je ne comprenais pas, j'essayais de tester et quand je partage avec vous, c'est beaucoup plus par expérience. C'est pas par analyse simplement, c'est par expérience. Et ces plateformes ici, ces genres de crypto-monnaies, il faut regarder la performance sur le prix. Au début, la crypto-monnaie monte très rapidement en prix. Pourquoi? Parce que les gens vont acheter pour pouvoir bénéficier de ces intérêts-là. Donc, il y a une demande. La demande est très forte. Mais dès que les gens vont commencer à récupérer les intérêts, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à vendre. Les gens ne prennent pas ce genre de crypto-monnaie pour garder. Ils prennent ce genre de crypto-monnaie uniquement pour les intérêts. Et donc, dès qu'ils vont commencer à récupérer les intérêts, ils vont commencer donc à se débarrasser immédiatement. Et dès qu'ils commencent à se débarrasser, ça fait la pression de vente. Et dès qu'il y a pression de vente et qu'il n'y a plus la même pression d'achat et que plusieurs personnes n'en veulent plus, il y a donc une offre qui est plus supérieure à la demande et la crypto-monnaie plonge.
Et donc, vous allez vous retrouver après un mois. Erreur monumentale, c'est de revenir un mois après pour récupérer ses intérêts. Non. Ce genre de crypto-monnaie, dès que vous récupérez, vous vendez si vous avez des stratégies. Si vous êtes une personne qui est stratège et qui comprend comment ces choses fonctionnent, dès qu'il récupère ses crypto-monnaies au début, il revend immédiatement. Il revend immédiatement. Et ça fait qu'à un moment donné, il a déjà récupéré ses bénéfices. Et justement, d'autres personnes qui vont vendre après vont perdre de l'argent. Est-ce que c'est éthiquement correct? La réponse, c'est non. Parce que c'est aussi ça des chaînes de Ponzi. C'est aussi ça des chaînes de Ponzi. Les personnes qui créent ce projet, ils vous vendent les crypto-monnaies au début et après ils s'en foutent de ce que ça va devenir par la suite. Et après la plateforme est abandonnée. Et les personnes vont essayer tant bien que mal de récupérer ce qu'ils peuvent récupérer et basta. Ils ne sont pas là pour gérer le projet. Ils ont déjà vendu leur token. Ils ont déjà récupéré l'argent et ça va. Ça les arrange. C'est ok, c'est bon. Donc, faites très attention avec ce genre de projet. Ce ne sont pas les intérêts qui doivent vous driver. Vous devez analyser le projet et ça doit être les choses que vous voulez d'abord avoir. Quand on voit par exemple ce genre d'intérêt avec le BTC sur Curve, c'est quand même deux crypto-monnaies. Ça, c'est une pool qui est stable. Stable, pourquoi? Parce que c'est deux mêmes crypto-monnaies. C'est le WBTC, dans le wrap BTC, et le REN BTC. Le REN BTC, c'est aussi un wrap BTC, mais qui a été tokenisé par la plateforme Rent. Donc, quand je vais parfois utiliser le mot comme wrap token, je suppose que vous connaissez déjà. Wrapper un token, c'est simplement bloquer un token sur sa plateforme, sur sa blockchain, et créer un asset sur une autre blockchain qui, en réalité, est tokenisé, qui est un token, et qui représente le token d'origine. C'est un peu un synthétique token en fait. Donc c'est un token qui représente un autre token sur notre blockchain. Donc ces deux-ci, ce sont des synthétiques du Bitcoin. Et c'est donc une pool qui est stable. Et avoir 100 quelque chose de 1000 de pourcent, c'est quand même beaucoup trop. Et ça peut être pour une raison. La seule raison pour laquelle on peut avoir ce taux d'intérêt sur des stablecoins, c'est parce qu'il n'y a pas de liquidité. Et s'il n'y a pas de liquidité dans une pool, c'est tout à fait évident parce que plus les gens vont donc déposer dans la pool, plus les intérêts vont diminuer. C'est comme si on disait il y a 1 million à partager dans une pool. Les personnes qui vont déposer, et on doit partager 1% chaque jour. Okay? Les personnes qui vont déposer au début vont avoir en fait une grande quantité de crypto-monnaies qui seront données. Une grande quantité parce qu'ils vont récupérer beaucoup. Ils vont récupérer 1% et ils ne sont pas nombreux. Mais plus il y a des gens qui vont déposer et que la quantité de crypto-monnaies à distribuer est la même, moins il y aura donc des intérêts. Et c'est pour ça que quand au début une pool est vide, il y a donc beaucoup d'intérêts parce qu'on distribue des quantités fixes par bloc et moins il y a des personnes, plus il y aura donc des intérêts pour les personnes qui ont déposé au début. Donc, voilà pourquoi ce genre de pool au début, c'est intéressant, surtout quand c'est stable et que c'est sur des plateformes qui sont garanties, stables, déjà prouvées comme Curve. Si c'est Curve Finance, souvenez-vous de toujours de vérifier que c'est l'original. Parce que ça peut être un autre Curve. Ils utilisent simplement le nom Curve parce qu'on sait que le mot Curve pèse déjà beaucoup. Donc, ils vont utiliser le mot Curve et ils vont te dire, ok, c'est Curve. Faites très attention. Une autre raison aussi, justement, c'est que c'est sur une nouvelle blockchain. Et comme j'ai dit tantôt, si c'est dans une nouvelle pool, et peut-être parce que c'est une nouvelle blockchain, cet taux d'intérêt-là, c'est possible. Et c'est justement ce que je pense, parce qu'on est dans une TVL, dans cette pool, de simplement $2700. Donc, ce n'est pas beaucoup. Il y a très peu de liquidités bloquées sur cette pool. D'accord? Voilà pourquoi on a ce taux d'intérêt-là. Et justement, la raison, ça peut être une raison d'inciter les gens d'envoyer leurs crypto-monnaies sur la blockchain de Phantom pour pouvoir miroiter ces intérêts-ci au début. Donc, voilà un peu ce que je tenais à partager avec toi. Une autre chose, c'est justement les plateformes de lending. Les plateformes de lending, comment ça fonctionne? Ça te permet tout simplement de bloquer ta crypto-monnaie et tu as la possibilité de faire des prêts par la suite. Tu peux déposer ta crypto-monnaie et simplement attendre les intérêts parce qu'il y a des intérêts pour les supply et il y a des intérêts pour ceux qui viennent récupérer. On voit ici que si j'ai les USDC, par exemple, au lieu de garder les USDC dans mon portefeuille, je viens bloquer ça ici sur Venus Finance, je récupère 5%. Et si je dépose et que je récupère, si je dépose et que j'ai 5%, donc on me donne 5% sur ce que j'ai déposé.
et que je prête. Si je prête, je paye 7% d'intérêt. On voit la différence entre les deux, c'est quoi? Donc, si j'ai déposé une crypto-monnaie, je dépose 1000$ et je prête 500$, en réalité, je suis en train de payer simplement 2% d'intérêt. Pourquoi? Parce que les 500$ qui sont dans la poule, j'ai déposé 1000$, donc les 1000$ qui sont dans la poule me produisent 5% et je dois payer 7% sur les 500. Donc en réalité, je suis en train de payer simplement 2% d'intérêt parce qu'il y a 5% qui sont déjà couverts par la plateforme et je vais donc récupérer ces 5% là, je vais récupérer ces 5%, ajouter simplement 2% et payer ça et payer mes intérêts par la suite quand je vais payer les 500$. Pourquoi quelqu'un peut prêter la crypto-monnaie? Pour plusieurs raisons. J'ai mes BTC pendant le bear market. Je veux encore profiter de d'autres crypto-monnaies qui vont se lancer, par exemple, et qui pourraient être intéressantes, et que je ne veux pas vendre mon BTC pour acheter ces autres projets. Je viens bloquer mon BTC, je prête la crypto-monnaie, les USDC, par exemple. Je vais faire ce que j'ai à faire avec, j'achète ces différents éléments-là. Dès que le marché repart, je reviens, je vends ces autres crypto-monnaies, je viens payer ma dette, et je repars encore avec un BTC, par exemple. Donc vous voyez que ça peut être intéressant et c'est une stratégie que j'ai déjà partagée sur la chaîne quand Tesla par exemple a sorti, quand ils avaient annoncé qu'ils vendaient les Tesla contre les BTC. J'ai dit c'était stupide de le faire, c'était stupide de se débarrasser de son BTC pour acheter Tesla par exemple. Donc bref, il y a déjà des vidéos sur la chaîne qui en parlent, des stratégies, on en parle pendant, il y a la formation dont on en parle, il y a beaucoup de choses dont j'ai dit dans ces vidéos et qui constituent même une formation à part entière. Dis-moi ce que tu penses en commentaire dans cette vidéo, si ce n'est rien par rapport à ce qu'on partage dans les formations Elvis Conjo. Like, partage et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos et prends ta formation. Le lien, c'est en description de ces vidéos. Tu as le lien pour préparer ton bull run, tu as le lien pour les stratégies, tu as le lien de la formation complète qui va te permettre d'aller de façon détaillée dans l'écosystème crypto-monnaie et savoir justement comment on navigue dans cet écosystème qui est assez vaste. Une formation complète va te permettre d'avoir la connaissance dont tu as besoin pour transmettre même à d'autres personnes, pour analyser l'avenir et le monde. C'est justement des personnes qui savent comment se positionner et se préparer aujourd'hui. C'était Elvis Conjo. Porte-toi bien. À d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.